Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo relative à un problème peut-être trop souvent négligé, à savoir la gémellité en spéculation laitière. On va tenter de répondre à la question suivante: faut-il ou pas la favoriser? Et le cas non échéant, que peut-on faire pour en réduire la fréquence, voire surtout les conséquences? Car ces conséquences ne sont pas négligeables, comme nous allons le voir dans quelques minutes. Alors, pour répondre à toutes ces questions, je me suis basé sur une série d'articles extrêmement intéressantes, et notamment celui qui connaît sans doute le mieux le problème en spéculation laitière. Il s'agit de mon excellent collègue Lopez Gassius de l'université de Lleida en Espagne. Allons-y donc. Mais commençons par un état des lieux. Et pour effectuer cet état des lieux, je me suis basé sur la publication de Silva del Rio. Silva del Rio, qui en effet a fait une étude, une très large étude, qui s'est étalée sur plusieurs années, et qui a analysé effectivement les données de plus de 2 millions d'accouchements relatifs à plus d'1 million de vaches de race Holstein. Ces vaches étaient réparties dans plus de 4000 troupeaux aux USA, et se composaient pour 36% de primipares, 26,5% de vaches en deuxième lactation et 37,5% de vaches en troisième lactation. La taille des troupeaux, 85% des troupeaux ont présenté moins de 100 vélages par an. Et ce nombre de vélages s'étalait de 12 à 2105. Principales observations qu'il faut retenir et emporter concernant l'importance de ce problème de la gémellité. À terme, le pourcentage de la gémellité est de 4,2%. Grande variation suivant les troupeaux, 0,3 à 12%. En 8 ans, et c'est un autre fait interpellant bien entendu, en 8 ans, ce pourcentage de gémellité est passé de 3,4 à 4,8%. Et ce phénomène n'est pas étranger non plus à l'évolution de la production laitière. Troisième observation, c'est que classiquement, il y a une augmentation du pourcentage de gémellité avec le numéro de lactation. Les primipares en présentent 1,2% et les pluripares en présentent 5,8%. Une vache, enfin, autre observation, une vache qui a eu des jumeaux a 7% de chance d'en avoir encore. Voilà pour cet état des lieux. Deuxième aspect, deuxième question qu'on est en droit de se poser, les gémellités sont-elles unies ou bilatérales? Et là, je me base sur une publication de Garcia Ispierto, la collègue de Lopez Gassius, qui a réalisé 1194 diagnostics de gestation gemellaire par échographie qui avait été réalisée entre le 55e et le 61e jour de gestation. Eh bien, dans 56,3% des cas, la gestation s'est révélée être, la gémellité s'est révélée être unilatérale, c'est-à-dire qu'on a trouvé les deux embryons dans la même corne. Et dans 43,7% des cas, la gémellité était bilatérale. Il y avait donc un embryon dans chaque corne. Si l'on analyse maintenant le côté ipsilatéral ou pas de cette gestation unilatérale, on voit que les deux embryons se trouvaient dans la même corne droite, en l'occurrence ici dans 60,8% des cas, et dans 39,2% des cas, les deux embryons se trouvaient dans la corne gauche. Cela n'a rien de particulier puisqu'on sait depuis longtemps que l'ovaire droit, d'une manière générale, est entre guillemets plus actif que l'ovaire gauche. Voilà donc pour ce côté uni ou bilatéral, bien sûr, de la gémellité. On aura l'occasion d'y revenir. Simplement une petite précision ici. Ayant parcouru toute une série de publications relatives à l'effet du numéro de lactation sur la gémellité, eh bien, vous voyez que selon ces publications, le pourcentage de gémellité est compris entre 2,5 et 4,6%. Et vous l'observez également sur ce graphique, les primipares sont beaucoup moins concernés par ce problème de gémellité que les pluripares.
Je vous avais déjà présenté les effets des ovulations multiples dans une autre vidéo et nous avions constaté également à cette occasion que les ovulations multiples étaient beaucoup plus fréquentes également chez les pluripares. Alors, plus concrètement encore, et là ça devient beaucoup plus intéressant sans doute pour vous, quelles sont les méthodes de constat d'une gestation gémellaire? Alors on peut faire ce constat au moment de l'œstrus, lors de la période embryonnaire précoce si on veut reprendre les différentes périodes, embryonnaire tardive, période fœtale et bien sûr au moment du œuvellage. Alors à l'œstrus, effectivement on peut, sous réserve que on y ait recours pour caractériser l'état œstral et bien identifier la présence d'un ou de deux follicules. Il est évident que la présence de deux follicules va entraîner un risque supplémentaire, bien sûr, d'avoir une gémellité. En fait, actuellement, on peut dire l'un dans l'autre qu'il y a à peu près 15% de double ovulation chez la vache laitière et qui se traduit par 4% de gémellité. Deuxième période, la période embryonnaire précoce, là on ne sait pas faire grand-chose pour essayer d'identifier une gestation gémellaire. On va donc concentrer ses efforts sur la période embryonnaire tardive et à ce moment-là, on peut, par un dosage de la PAG ou de la progestérone, réalisé vers le 28e jour de la gestation, estimé sur base des concentrations supérieures dans le cas de la PAG à 5,5 nanogrammes et supérieures à 14 nanogrammes dans le cas de la progestérone, il y a une relation entre l'augmentation de ces concentrations de ces deux hormones et la présence d'une gestation gémellaire. Plus classiquement, bien entendu, c'est par échographie que l'on va faire ce constat. Et donc, on va identifier, bien sûr, deux embryons ou plus, mais en général, bien entendu, la gestation gémellaire se traduit par la présence de deux embryons. Les cas de 3 ou 4 embryons sont beaucoup plus rares, bien entendu. Et la présence de ces deux embryons s'accompagne aussi de la présence de deux corps jaunes. Et donc, on peut, je crois, voir là un champ d'application supplémentaire de l'échographie. Le premier étant bien sûr le constat précoce de la gestation. Il ne faut pas en rester là, il faut essayer d'aller rechercher bien sûr et de déterminer le nombre d'embryons, mais bien entendu le nombre de corps jaunes. Et donc, recommandation, examen beaucoup plus systématique des deux cornes et des deux ovaires. Ça c'est une recommandation essentielle qui sur le plan pratique peut être formulée. En période fœtale, par palpation, vous avouerez que c'est assez difficile effectivement de confirmer. Je ne dis pas que c'est impossible, le volume des deux cornes ou volume d'une corne, relation faite avec le stade de la gestation, peut laisser bien entendu suspecter. Mais bon, de toute façon, nous allons le voir, quand bien même on parviendrait à ce stade-là confirmer la présence d'une gémellité, quelle stratégie peut-on mettre en place? Elles sont assez limitées. Et assez classiquement, bien sûr, c'est au œuvellage que l'on va constater la naissance de 2, 3 ou 4 fœtus, mais vous avouerez qu'à ce stade-là, ça devient relativement tardif. Voilà pour les méthodes de constat, échographie, aux alentours du 30e jour, on va y revenir. Un mot quand même des conséquences de la gémellité pour vous faire prendre conscience de la gravité de ces conséquences. On estimait en 2018 que les pertes liées à la gémellité, elles ont été estimées à 96 millions de dollars. Donc ce n'est pas négligeable. Et ces conséquences, elles peuvent se traduire à différentes périodes du développement de l'embryon et du fœtus. Pour la période embryonnaire tardive, eh bien, on peut dire que le risque de mortalité embryonnaire, donc d'interruption de la gestation à cette période, est 3 à 7 fois plus élevé en cas de gémellité. Et que la perte d'un seul embryon s'accompagne dans 60% des cas de la perte du deuxième dans le mois qui suit. Donc il peut y avoir interruption de la gestation, mais cette interruption va concerner soit les deux embryons, soit un seul des deux. Deuxième période, la période fœtale. Et là, bien entendu, la période fœtale, ça va se traduire par des avortements. Avortements qui résultent du stress métabolique, 2 consomment plus que 1, voire stress résultant du manque de place, donc ce qu'on peut appeler un stress mécanique. Et vous constatez que
En cas de gémellité bilatérale, le risque, le pourcentage d'avortement est de 1,3%. Et que ce risque d'avortement est bien plus élevé en cas de gestation unilatérale gauche ou unilatérale droite, puisque dans l'un et l'autre cas, on peut observer jusqu'à 40% d'avortement, donc d'interruption de la gestation. À quel stade ces avortements apparaissent-ils ? Ils apparaissent entre le 135e et le 249e jour. Et vous voyez que 17% de ces avortements apparaissent entre le 135e et le 154e, 25% entre le 155e et le 214e, et 6,6% après le 7e mois de gestation. N'oublions pas donc que le risque d'avortement est 50 fois plus élevé en cas de gestation unilatérale. Poursuivons avec le vélage et voyons les différentes conséquences au moment du vélage. Une des premières conséquences, bien sûr, et on le sait, c'est que la présence d'une gémellité va réduire la durée de la gestation. Et bien sûr que cela va réduire aussi la durée du tarissement. Deuxième conséquence possible, c'est que la gémellité augmente le risque de dystocie. Manipulation avec, bien sûr, les conséquences que vous connaissez. Troisième conséquence que cette gémellité peut avoir, c'est une augmentation drastique du risque de mortalité du veau. Donc, en moyenne dans les premières 24 heures, il y a une perte de 8% des veaux nés. Et nous constatons directement que s'il y a un seul veau chez les pluripares, c'est ce pourcentage de 5,3%, mais il est chez les pluripares, je dis bien, et qu'il est de 11,3% chez les primipares en cas de non-gémellité, donc s'il n'y a qu'un seul veau. Si maintenant il y a plusieurs veaux, on voit que cette mortalité chez les primipares est de 30,7% et chez les pluripares elle est de 20%. Et bien sûr, ça dépend un peu du sexe du veau. Nous voyons que s'il y a deux veaux mâles, la mortalité est de 25%, deux veaux femelles 18%, et s'il y a un mâle et une femelle, elle est de 20%. Donc problème sur la mortalité du veau. Et enfin, vous n'ignorez pas que tous les veaux jumeaux ne sont pas du même sexe, et vous voyez qu'ils sont de sexes différents dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans à peu près 43%. 43% des cas. Voilà pour le vélage. Alors, qu'en est-il du postpartum précoce ? Ça, vous le savez aussi, c'est que la gémellité est un risque majeur de rétention placentaire, avec bien sûr toutes les conséquences que cette rétention peut avoir sur les infections utérines. Et pour un postpartum, au cours du postpartum un peu plus tardif, que peut-on avoir comme conséquence ? Risque majeur d'infertilité, augmentation du risque de réforme de l'animal et réduction, bien entendu, de sa durée de vie. Et donc cette gémellité entraîne une réduction de la durée de vie de production de 200 à 300 jours, suivant qu'on a affaire à des pluripares ou suivant qu'on a affaire à des primipares. Donc voilà, l'un dans l'autre, je crois qu'au vu de ces conséquences, ça vaut quand même la peine de chercher à savoir si, en cas de gestation, cette gestation ne serait pas gémellaire. On parle essentiellement de la spéculation laitière. Constat échographique. Alors, supposons que vous ayez effectivement décidé de vous lancer dans une recherche plus spécifique des cas de gestation gémellaire. Trois remarques à formuler. Les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qu'on a un seul corps jaune mais deux embryons. Il y a donc eu division de l'ovocyte fécondé en deux embryons. Ces jumeaux monozygotes sont relativement rares. Ils représenteraient 5,5% des cas de gémellité et à peu près 0,33% des naissances. Donc ça compte pour peanuts. Deuxième remarque, c'est que la présence d'un embryon dans la corne contralatérale, c'est-à-dire opposée à l'ovaire porteur du ou des corps jaunes, est exceptionnel. Il n'y a pas chez les bovins, chez la vache, il n'y a pas de migration de l'embryon. C'est la grosse différence qu'il y a avec la jument. Donc il est également possible d'avoir un seul embryon, mais deux corps jaunes. Deux corps jaunes, ce n'est pas parce qu'il y a une double ovulation
qu'il y aura nécessairement 2 embryons. On peut avoir donc 2 ovulations, formation de 2 corps jaunes, mais il n'y a pas eu sans doute fécondation des 2 ovocytes, ou il y a eu mortalité embryonnaire très précoce d'un des 2 embryons. Mais tant mieux, on ne va pas se tracasser pour ça, puisque plus il y a de la progestérone, meilleures sont les chances de maintien de la gestation. Alors, quand faut-il le faire? Cette recherche échographique d'une gestation gemellaire aux alentours du 30e jour. 28, 30, 32, 34 jours. Avant, ça devient difficile, puisque en fait, le développement de la cavité amniotique qui séparerait davantage l'embryon de la paroi utérine n'est pas suffisant. Et donc, l'embryon est souvent accolé à la paroi, et donc son identification est plus délicate. Prendre effectivement, lors de ces constats précoces de gestation, prendre l'habitude effectivement d'examiner bien sûr l'utérus, mais aussi, et peut-être d'abord, les ovaires pour identifier les corps jaunes. Et au niveau de la cavité utérine, en fait, un des signes bien sûr de gestation gemellaire, c'est cette fameuse ligne d'hyperéchogenicité qui résulte, la voici ici, cette ligne d'hyperéchogenicité, qui résulte de l'apposition des 2 vésicules amniotiques au sein de la corne utérine. Et bien entendu, pour un stade de gestation donné, on peut constater également un volume accru des membranes placentaires, des liquides. Bien sûr, il n'est pas impossible, bien sûr, d'identifier les 2 embryons, mais soyons prudents dans cette identification. Autre chose qu'il faut aller faire plus loin, c'est que il faut attirer l'attention sur le fait que lors de l'examen des ovaires, la présence de follicules, la gestation n'inhibe pas complètement la croissance folliculaire, mais que la présence de follicules peut masquer la présence d'un corps jaune. Oui, je le disais, autre remarque, si on veut rechercher les embryons, on peut en profiter bien entendu pour vérifier que les 2 embryons sont bien viables, sur base et par exemple de l'identification des battements cardiaques. Voilà pour les principales recommandations pour réaliser un constat échographique d'une gestation gemellaire. Alors, la gestation gemellaire ayant été confirmée, quelle décision peut-on prendre à l'égard de cette situation? Donc, on est bien d'accord, systématisons la recherche de cette gémellité entre le 28e et le 34e jour. Mais n'en restons pas là. Si gestation gemellaire il y a, il faudra vérifier le nombre de corps jaunes, on l'a dit. Est-ce que la gestation est unie ou bilatérale? Et aussi, je le disais, vérifier la mortalité ou à contrario, la viabilité, bien sûr, d'un ou des 2 embryons. Systématisation de cette recherche. Mais, plus important peut-être encore, c'est de vérifier si, un mois plus tard, vers le 60e jour de gestation, cette gestation gemellaire s'est maintenue ou pas. Alors, première option, la gestation gemellaire a été confirmée, mais on ne fait rien. On ne fait rien, on laisse aller, mais attention, on le sait, une gestation gemellaire multiplie par à peu près 3 le risque de mortalité embryonnaire. Donc la gestation va s'interrompre. Deuxième option, on peut, effectivement, ça a été proposé, réaliser une réduction manuelle de la gémellité. C'est-à-dire qu'on va chercher à éliminer par écrasement une des 2 vésicules. Et cette manipulation sera accompagnée, c'est les recommandations qui étaient formulées, par une injection de flunixine et de GnRH. Vous le savez, et je rappelle ici cette méthode du squeezing chez la jument. On voit ici la corne chez la jument et on voit très bien la vésicule embryonnaire. Et le squeezing consiste par écrasement à faire éclater cette vésicule en cas de gestation gemellaire. N'oublions pas que chez la jument, il peut parfaitement y avoir une vésicule dans chaque corne puisque l'embryon, lui, a la propriété de migrer d'une corne à l'autre. Tandis que chez la vache, si l'on voit ici la structure placentaire chez la vache, elle est beaucoup plus longue et vous comprenez bien que ça devient peut-être plus difficile effectivement d'éliminer une des 2 vésicules, mais
C'est difficile, surtout si cette gestation gemellaire se passe dans la même corne. Ça devient peut-être plus aisé si effectivement la gestation gemellaire se passe dans des cornes différentes. Et donc cette manipulation, cette tentative de réduction manuelle de la gémellité se traduit par une réduction de 25% de la mortalité embryonnaire en cas de gestation bilatérale et de 40% cette réduction est si une gestation est unilatérale. Donc ça quand même peut être un effet. Une autre façon de faire, c'est de réaliser une ponction transvaginale éco-guidée de la vésicule amniotique en excès, qu'elle soit dans la même corne ou dans des cornes différentes. Grâce à Dieu, il y a une autre option sur laquelle nous allons insister quelque peu. Cette quatrième option, c'est d'utiliser la GNRH. Alors, Lopez Gassius et Garcia Ispierto ont évalué l'efficacité de ce traitement à base de GNRH. Et ils l'ont étudié à partir de 1054 gestations simples et 379 gestations gemellaires qui étaient unilatérales. Et donc, qu'ont-ils observé? Eh bien, qu'au total, l'injection de 100 microgrammes de GNRH ou de 200 microgrammes de GNRH contribue au total à réduire le risque de mortalité embryonnaire. Donc on passe de 17 à 12%. Et vous constatez ici qu'au total, il n'y a pas d'effet de la dose. Si maintenant on analyse de manière plus spécifique l'effet de cette GNRH en cas de gestation simple ou double, voilà ce qui se passe en cas de gestation simple. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet de cette GNRH, donc elle ne contribue pas à réduire le risque de mortalité embryonnaire. On passe de 12 et vous voyez que ces pourcentages sont comparables, quelle que soit la dose. Pas d'effet de la GNRH, pas d'effet de la dose en cas de gestation simple. Il n'en est pas de même en cas de gestation double. Et là, on constate que chez les animaux à gestation gemellaire non traitée, le risque d'interruption de la gestation est de 31%. Et qu'on a un effet très conséquent et significatif de cette injection de la GNRH. Quelle que soit la dose, donc ça ne sert à rien d'utiliser 200 versus 100, puisqu'il n'y a pas d'effet en fonction de la dose. Donc là, en cas de gestation gemellaire, il y a une réduction du risque de mortalité embryonnaire. Et bien entendu, cet effet s'accompagne sur une augmentation des chances de maintien de la gestation en cas de la perte d'un seul embryon, chose qui est tout à fait possible. Et s'il n'y a pas de traitement, eh bien on en arrive à avoir 60% de perte. Et comment se traduit cet effet positif de la GNRH? C'est que la GNRH pourrait parfaitement avoir un effet anti-lutéolytique, puisque cette GNRH va contribuer à lutiniser le follicule dominant présent. Il en résultera une réduction de la synthèse de stradiol et par conséquent une réduction de la synthèse des prostaglandines. Et quand bien même, effectivement, elle maintient davantage la gestation simple, elle va avoir un effet également indirect, puisqu'elle va favoriser le maintien de 2 corps jaunes et donc par là même favoriser le maintien de la gestation. Voilà un peu des rappels qui me semblent intéressants également sur le plan pratique, de façon à vous inviter et vous inciter à faire une recherche beaucoup plus systématique chez la vache laitière de ces gestations gemellaires. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.